Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Celui qui a 90 minutes pour nous convaincre ce soir est avocat international. Il est membre du gouvernement depuis janvier 2019. Il est président d'une formation politique, le PADEC, Patriote démocrate pour le développement au Cameroun. Il a été candidat à l'élection présidentielle de 2011 et en 2018, il a choisi d'accompagner la candidature du président Paul Biya, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Maître Jean de Dieu Momo, ou docteur Jean de Dieu Momo, monsieur le ministre Jean de Dieu Momo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean Jersey, bonsoir à vos téléspectateurs que j'ai le plaisir de retrouver ce soir. On va s'arrêter à Maître Momo. Maître Momo. Ou Momo tout simplement. D'accord. Voilà, les autres là vraiment c'est trop d'habillage. C'est trop d'habillage voilà. Ou c'est trop lourd? Mettons que c'est trop d'habillage pour ne pas aller loin. Parce qu'on ne peut pas contourner, monsieur le ministre. Vous savez, il vaut mieux que vous sachiez que c'est le président du PADEC qui est invité ici ce soir. Et il parlera librement, plus librement. Parce qu'en tant que membre du gouvernement, je ne peux pas parler. Je n'ai pas une autorisation de m'exprimer au nom du gouvernement. C'est important ce que vous dites, voilà. et on le note. Voilà. Mais le 4 janvier dernier, quand même, c'était le 4e anniversaire de votre entrée dans le gouvernement. Qu'est-ce que vous avez fait le 4 janvier? Vous avez organisé une messe, une prière, vous avez dit merci à Dieu ou au président Paul Biya? Vous n'avez rien fait du tout. Vraiment, pour vous dire la vérité, j'ai juste fait une publication sur ma page Facebook pour dire l'homme du 4 janvier. Mais j'ai évoqué quand même une thématique qui me tenait cher à cœur ce jour-là. J'ai évoqué la thématique qui consiste à dire que les gouvernements travaillent beaucoup, mais qu'on ne voit pas, que le peuple le pousse. Le peuple, et c'est là où quelquefois on a le sentiment que le peuple traite un peu ses ouvriers du gouvernement comme des esclaves. Ensuite, j'ai émis l'idée que... On dit quand même des membres du gouvernement, des ministres qui sont des serviteurs, peut-être pas esclaves. Ce sont des serviteurs. Mais je pense que le traitement qu'ils ont, le regard que la société jette sur eux, c'est vraiment comme s'ils étaient des esclaves. On leur dénie tous les droits. Là, vous retrouvez votre ancien regard que vous posiez sur le gouvernement. Oui, on les méprise beaucoup. Ils travaillent beaucoup pour le peuple, mais leur salaire, c'est des injures, des insultes, du mépris. Et ça, c'est vraiment lourd à porter. Il fallait que vous soyez au gouvernement pour le comprendre. Oui, oui, oui. Et puis, je n'ai même pas le droit de me fâcher parce que chaque fois, je me dis, j'ai fait pire que ça de l'autre côté. Et donc, je reçois un peu le juste prix de mes excentricités d'autrefois. Je reçois le juste prix de mon ignorance aussi. C'est-à-dire qu'on accuse le gouvernement qui travaille pour nous, qui ramasse nos déchets, qui évite les... Enfin, qui s'occupe du bien-être du peuple. Et ces serviteurs-là qui travaillent tous les jours sans repos, parfois sans vacances, très souvent. Moi, je n'ai pas pris de vacances, ça fait quelques années. Moi qui avais l'habitude de prendre un mois de vacances chaque année pour aller me pavaner à Paris. Est-ce que tout cela, monsieur le ministre, n'est pas finalement justifié lorsque ces populations ont soif, lorsque ces populations manquent d'électricité, lorsque la vie est chère, extrêmement chère? Est-ce que tout cela n'est pas justifié, que vous receviez injures et autres dénigrements? Tout à fait justifié. C'est-à-dire que vous avez une famille à nourrir, vous avez des enfants qui pleurent, et le père doit leur donner à manger. Et quelquefois, le salaire du père ne suffit pas pour donner à manger à tout le monde, c'est-à-dire 3 fois par jour. Et moi, je me souviens, je suis d'une grande famille. Et ma mère avait de la difficulté à nous nourrir. Mais il n'empêche que même avant, avec un bon ventre plein, on était toujours gourmand, on voulait prendre. Donc, le peuple est un peu comme cela aussi. Je dis que c'est justifié, mais quand même, il faut aussi comprendre les efforts que le gouvernement fait pour nourrir ce peuple, pour soigner ce peuple. Le peuple dit, parce que quand ventre affamé n'a point d'oreille.
ventre affamé, là, il faut relativiser. Quand vous dites qu'on n'a pas d'eau, qu'on n'a pas d'électricité, qu'on n'a pas de... La vie est chère. Etc., que la vie est chère. Je pense qu'il faut relativiser. Je ne dis pas que c'est faux, mais il faut comprendre les efforts que le gouvernement fait. Quel est le salaire du gouvernement? Quel est le salaire de l'État? Quel est le budget que l'État utilise pour faire ça? Donc, vous ne pouvez pas vous attendre, et le peuple ne peut pas s'attendre à ce qu'on construise les routes le même jour, qu'on construise les hôpitaux le même jour. Et en cela, cher monsieur Jean Jarzé, les gouvernements africains, et notamment camerounais, qui s'exercent, n'est-ce pas, à satisfaire leur peuple, ont plus de la difficulté que les gouvernants, d'ailleurs, des pays qui sont développés. Par exemple, le gouvernement du Cameroun a à cœur, chaque année, d'investir, de construire les infrastructures routières, hospitalières, etc. Les autres gouvernements, d'ailleurs, des pays développés, ils s'occupent de quoi? Ils s'occupent de la politique étrangère. Ils n'ont pas des ponts à construire, ils n'ont pas des routes à construire. Si c'est pour demander aux populations de faire preuve de patience, parce qu'on a patience, parce qu'on y va. Ça fait 60 ans. Mais alors, monsieur Jean Jarzé, oui. Ça fait 60 ans. Est-ce qu'on peut dire que nous n'avons rien fait en 60 ans? Je vous donne un exemple que le ministre garde des Sceaux prend souvent, monsieur Laurent Esso, pour vous montrer la patience, l'impatience des gens. On dit que la loi dit que il faut un tribunal par arrondissement. Nous avons 360 arrondissements. Oui. Et un député demande au ministre garde des Sceaux, combien de tribunaux avez-vous déjà et combien en restait-il? Il dit, bon voilà, depuis 1960, nous avons 75 tribunaux. Et si nous faisons l'effort de construire un tribunal par an, nous espérons pouvoir finir en 360 ans. 360 ans, c'est 3 siècles. Donc vous voyez que le peuple, lui, ne voit pas ça. Il ne sait pas que le ministère de la Justice doit construire les infrastructures, les palais de justice, les bureaux, les salles d'audience. On va crier qu'il y a surpopulation carcérale. On va crier qu'il y a les lenteurs judiciaires. Mais vous ne savez pas que le juge qui va à l'audience, il a une seule salle d'audience pour 10 juges. Et qu'un juge va venir avec 250 dossiers, il va juger son affaire jusqu'à midi, il va céder la place à l'autre, qui va venir prendre, il n'aura pas épuisé son droit. Est-ce que ce n'est pas un exemple trop facile? C'est un exemple trop facile. J'aime illustrer pour que les gens comprennent. Est-ce que vous comprenez la difficulté qu'il y a? Les gens pensent, le peuple pense qu'on construit un pays en un seul jour. Mais quand je regarde maintenant, aujourd'hui, avec les yeux du gouvernement. Quand je fais une comparaison, je pense que nous avons une meilleure gouvernance que les autres pays. Ces autres pays qui ont le métro, ces autres pays qui ont le bus, ces autres pays qui ont les infrastructures routières et hospitalières. Comment faites-vous expliquer ça en Camerounais, qui prend 2 pays de même niveau de développement pratiquement? Eux, ils ont le métro, nous, on n'en a pas. Voilà. Ils ont le péage automatique, nous, on n'en a pas. Est-ce que c'est pensé? Ils le voient quand même. Il faut qu'ils sachent que ces pays qui ont le métro aujourd'hui ne l'avaient pas hier, il y a 100 ans, il y a 200 ans. Et dans 360 ans, comme je vous disais là, nous aurons 360 tribunaux. Donc, alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que le peuple doit savoir que ce peuple et nous, qui faisons un seul, nous sommes des leaders. Nous sommes les premiers. Nous sommes les premiers. Le Cameroun n'a que 62 ans, maintenant 63. C'est-à-dire, au regard, vous voyez, c'est le Cameroun à mon âge. Au regard de la vie des nations, c'est vraiment un bébé. Et donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes des pionniers, le peuple là, et nous, et le gouvernement forment un. Nous sommes les pionniers, c'est nous les George Washington. C'est nous les Abraham Lincoln. C'est nous qui bâtissons, c'est nous qui faisons la fondation. Pour que demain, nos enfants aient les métros là, on s'est facilité. Donc, vous dites... Mais pour le moment, nous comptons sur notre petit budget pour faire pas à pas. Donc vous dites au peuple,
soyez patient. Encourager On est en train le de faire gouvernement quelque chose. au lieu de lui mettre les bâtons dans les roues. Nous irons plus vite. Est-ce que se plaindre, c'est mettre les bâtons dans les roues du gouvernement? Non. Il y a des plaintes constructives. Il y a des plaintes, des critiques qui aident à avancer. Mais supposons que vous soyez en train de travailler, de vous concentrer pour faire une tâche, et que quelqu'un est là pour bavarder, pour vous distraire. Il vous freine ou est-ce qu'il vous encourage à avancer? Moi, ce que je dis... Il vous met la pression. Je dis donc, est-ce qu'il se met la pression? Peut-être qu'il vous rappelle vos missions aussi. Non, qui ignore nos missions? Qui ignore ses missions? Qui ignore ses missions? Ces membres du gouvernement. Est-ce que vous les avez vus à la tâche, M. Jean Jassé? Je crois que vous les connaissez. Est-ce que vous voyez que ce sont des paresseux? Mais on les voit quand même parler de prière lorsqu'on parle de la vie chère, qu'il faut prier pour que les choses changent. À partir de ce moment, de demander au peuple d'être patient. Je ne sais pas d'où vous tenez qu'il faut prier. Mais je ne pense pas que même la prière n'est pas une mauvaise chose, mais je crois qu'il faut travailler. D'accord. Il faut travailler au changement. Mais en réalité, le changement là commence par un changement de mentalité, de notre propre perception, de notre propre mentalité. Si nous avons une mentalité de vainqueur, si nous avons une mentalité d'union pour le travail, pour le développement du Cameroun, je suis persuadé aujourd'hui que nous irons plus vite. Alors, on retient au 4e anniversaire de votre présence au gouvernement que le gouvernement a réussi à vous changer. Non, c'est que j'ai compris même avant d'y aller. Je n'espérais pas entrer au gouvernement. Voyez-vous, comme dit la chanson, chacun a sa chance. Moi, je ne m'attendais pas à ça. C'est une chance, entrer au gouvernement? Je pense que c'est une chance de servir. C'est une opportunité historique. C'est une opportunité divine d'avoir la chance de servir autrui. Le civil servant qui est au service de son peuple, qui est en train d'aider à construire. Qu'est-ce que je suis en train de faire? De dire construisons, bâtissons, mettons ces fondations-là pour que nos enfants aient une vie meilleure. Vous servez sans être au gouvernement. Vous êtes avocat, vous êtes défenseur des droits de l'homme et beaucoup d'autres casquettes. C'est aussi servir. Je ne dis pas non. Je ne dis pas que je n'ai pas servi hier, mais je dis que c'est une opportunité historique de servir à ce niveau où vous pouvez impacter directement sur la vie des gens. Gouverner, c'est gouverner la conduite des autres. Moi, je fais ça maintenant. C'est-à-dire que vous soyez à l'origine des lois, de la législation qui va gérer, ou que vous soyez dans l'application de ces lois. Qu'est-ce que je fais, M. Jean Jassé? Je reçois des plaintes et je peux solutionner. Je reçois des gens qui ont besoin du service public et je suis à leur service. Vous comprenez? C'est vrai. Je faisais là, ça. Le costume de monsieur le ministre vous va bien. Dans ce sens-là. Oui, je pense que je suis tout à fait à ma place. Parce que ce que je fais, je le fais bien. En tout cas, si j'en crois, n'est-ce pas, mon patron, je pense qu'il ne m'a point réprimandé jusqu'aujourd'hui. Il me fait confiance et je pense que je fais bien. Pourtant, l'opinion pense que vous ne faites rien. Vous avez un patron très charismatique. Vous savez, on voit quelques-unes seulement de vos sorties. Votre travail il est plus dans le laboratoire du ministère. Disons que nous sommes dans un ministère régalien. Je ne peux pas parler des affaires de mon ministère. Jamais. Je n'en parle pas. Je parle pas. C'est trop sensible, ça touche à l'humain, ça touche au capital, ça touche à l'essentiel. Donc je ne parle pas de ça. Je parle d'autre chose. Au moins que vous avez la confiance du ministre. Disons et qui vous cote des dossiers importants. Oui, j'ai la confiance de mon patron, j'ai la confiance de mes patrons, j'ai la confiance de mes collègues et je pense que je travaille à mériter cette confiance-là. Ça, c'est extrêmement important. Mais ce que je vais dire pour ce chapitre, c'est que tous ces efforts, c'est pour servir le peuple. Véritablement, Jean-Jacques, il faut servir le peuple. Faire tout pour que le peuple soit à l'aise. Et c'est le rôle du gouvernement.
de faire en sorte que le peuple soit à l'aise. Il le fait bien. Il le fait bien, c'est tous les efforts. Bon, évidemment, naturellement... Il le fait subitement bien. Il le fait toujours bien. À 4 ans, vous avez constaté qu'il le fait toujours bien. Jean Jazé, je vous avais dit que je suis Saul, n'est-ce pas? Saul de Tarse devenu Saint-Paul. C'est-à-dire quelqu'un qui s'était égaré, qui avait combattu ces régimes et qui voit que quand vous jetez les ordures ménagères, qui ramassent, c'est l'État qui ramasse. Vous ne vous tenez pas, c'est la mairie, n'est-ce pas? Quand vous dites il y a les ordures, il y a ceci, quand il y a les trous sur la chaussée, on inverse le gouvernement. Quand il y a une crise, on inverse le gouvernement. Quand il y a le Covid qui arrive, tout le monde pleure. Est-ce que vous avez organisé une émission pour saluer les efforts de ce gouvernement pendant le Covid? Comment les gens, les Camerounais, qui étaient bloqués à l'extérieur, les efforts que le gouvernement a fait pour rapatrier les Camerounais qui pleuraient. On a vu Niangono, par exemple. Je note que vous parlez davantage des efforts. Parce qu'il est vous ne dites pas ce que le gouvernement fait. Mais ce sont ces efforts-là. Vous notez qu'il n'y a que des efforts. Mais c'est des efforts. Le gouvernement doit faire des efforts. Parce qu'avec les moyens qu'on a, même le bon Dieu pleure en regardant les faibles moyens que le gouvernement a. On est étonné, moi, de savoir qu'avec si peu de moyens, on fait beaucoup. Vous êtes avocat. Je suis avocat. Il y a beaucoup de moyens, mais que les moyens prennent des directions qui ne sont pas celles attendues. Malheureusement, il y a des brebis galeuses. Beaucoup. Il y a des brebis galeuses. Vous pouvez dire beaucoup. Je ne sais pas sur quel... je ne peux pas nier. Le taux de remplissage en prison. Je ne peux pas nier, n'est-ce pas? Alors, le taux de remplissage en prison indique qu'il y a des brebis galeuses. Mais indique, et je vais parler encore des efforts du gouvernement pour éradiquer ce fléau. Ce qu'on ne salue pas. Parce qu'on fait comme si c'est le gouvernement qui autorise ça. Quand le gouvernement est formé et que le président nomme quelqu'un, est-ce qu'il sait que celui-là, c'est un kleptomane? Est-ce qu'il sait que celui-là va... C'est-à-dire que l'occasion faisant le larron, il va devenir, n'est-ce pas, un bandit. Mais je dis que dans toutes les maisons, même dans nos familles, quand vous avez plusieurs enfants, il y en a toujours un qui va voler la viande dans la marmite. Que celui qui n'a pas volé la viande dans la marmite lève la main. Donc, ce n'est pas parce qu'il a volé la... La question est celle-là. C'est pas parce que vous répétez, vous rappelez qu'il y a très peu de moyens, mais on sait quand même que... Non, il y a ceux qui distraient les moyens aussi. Mais je veux dire, c'est comme le pauvre qui a peu d'argent et que l'enfant lui vole aussi sa pension. On a vu des enfants qui ont volé leur propre pension dans la poche de leur père. N'est-ce pas? Ça arrive. Il y a des pères qui laissent faire. Il y a des pères qui ferment les yeux. Alors, je peux vous rassurer. Est-ce que l'État ne ferme pas les yeux? Si l'État fermait les yeux, Jean Jersey, oui, monsieur. Est-ce qu'il serait en prison? Est-ce qu'on aurait tout un gouvernement en prison? Quel est le pays? On aurait au moins appliqué l'article 66. Cher frère, quel est le pays qui a autant de dignitaires en prison? Il faut s'en réjouir. Il faut saluer celui qui les arrête pour mettre en prison. Il faut saluer celui-là qui a la volonté d'éradiquer un fléau. Parce que c'est un fléau. C'est une gourmandise de certaines personnes qui manquent de morale. Ce n'est pas tout le monde, il ne faut pas en profiter. Et si vous avez il ne faut pas salir plusieurs de vos enfants qui sont des voleurs, est-ce que vous n'avez pas échoué dans l'encadrement? Non, combien sont-ils? Quand vous dites plusieurs, là, combien? Tout un gouvernement, par exemple. Non, mais ce n'est pas un seul jour. On n'a pas pris un gouvernement, on a mis en prison. On a pris une personne, 2 personnes, 3 personnes, et ça fait plusieurs. D'accord? Mais ce n'est pas qu'un jour, on a arrêté 10 personnes, on a mis en prison. On peut le faire aussi, hein? Jean Jazé, j'aimerais bien que nous saluions, nous parlions des choses positives. Oui. Et que nous ne focalisions pas l'attention de nos chers téléspectateurs sur ce qui est mauvais. Et que nous avons conscience que c'est mauvais. Et ce qui fait l'objet d'une lutte acharnée du gouvernement. Alors, pour traiter ce qui est mauvais... dans tous les pays du monde, ça arrive. Pour traiter ce qui est mauvais... Vous savez, ce qui venait d'arriver en Europe, à l'Union européenne, n'est-ce pas? Il y a cette dame qui soupçonnée de corruption aussi, a été arrêtée et mise en prison. Je veux dire que dans le monde entier, ça arrive. Alors, mais ce sont les efforts
du gouvernement qui doivent être salués. Très bien. Si le gouvernement dort et ne fait rien, à ce moment, on peut dire qu'il est laxiste. Alors, il y a un débat actuellement sur une possible loi anticorruption. Dans notre pays, il y a des démarches qui sont menées par les parlementaires et les organisations de la société civile. Elle pourrait changer quelque chose? Pourquoi pas? Mais je dis que ça participe, tout cela participe, n'est-ce pas, de la lutte contre les fléaux, les différents fléaux. Il ne faut pas concentrer l'opinion simplement sur ce qui est mauvais. Il faut concentrer aussi l'opinion sur ce qu'on fait de bien. Et ça, c'est important. Parce que si vous considérez que moi, parce que je suis arrivé là-bas, puisqu'on m'a dit que j'ai changé de veste, je deviens subitement un voleur. Est-ce que je deviens subitement un voleur parce que un prédécesseur a volé aussi? Franchement, il ne faut pas salir tout le monde. Il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Il faut préserver ce qui est important. Et ça, c'est ce que j'aimerais bien partager avec le peuple. Que des efforts sont faits, que le gouvernement se bat pour sauver ses biens. On ne va pas prendre des populations ailleurs pour gouverner. On gouverne avec ce qu'on a. Quand vous arrivez au pouvoir, quand vous arrivez aux affaires, vous gouvernez avec les Camerounais que vous trouvez. Vous n'avez pas emprunté les gens ailleurs. Or, chacun a son éducation. Il y a ceux qui sont bons, il y a ceux qui sont mauvais. Même ceux qui critiquent là. Je ne suis pas certain que si tu les mets là. Vous savez-vous, M. Jean Jarzé, c'est un effort personnel de garder la tête hors de l'eau. C'est un effort personnel et quotidien de rester honnête. Vous savez, ce n'est pas évident, comme vous le pensez. C'est un effort personnel de n'être pas tenté. Il y a beaucoup de tentations. De n'être pas tenté. Parce que celui-là qui a volé, peut-être que c'est l'occasion qui a fait le larron. Et l'effort personnel relève de ton éducation propre, de ta propre morale. Alors, je vous pose la question de ceux qui disaient qu'on est corrompu, etc. Là. Supposons que tu trouves une mallette d'argent. C'est eux qui disent. Oui, mais c'est vrai, n'est-ce pas? Puisque les preuves sont là qu'il y a eu des détourneurs. D'accord. Supposons que tu trouves une mallette d'argent. Les deux voleurs ont volé et puis ils se bagarrent, ils s'entretuent. Il y a une mallette d'argent. Est-ce que tu vas prendre pour retourner au... Personne ne t'a vu. Est-ce que tu vas prendre pour retourner au propriétaire ou tu vas prendre pour disparaître? Vous faites donc, vous verrez, moi, je retournerai à la banque, au propriétaire. Parce que ma morale ne me permet pas, n'est-ce pas, de prendre ce qui ne m'appartient pas. Mais combien sommes-nous qui ne vont pas prendre, regarder à gauche, regarder à droite et disparaître? Et dire que c'est un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel. Vous avez écouté le chef de l'État sur ce chapitre-là, dire que ceux qui se sont, pour ne pas le citer mot à mot, ils vont rendre compte. Il a parlé également d'enrichissement illicite, il est appelé un peu plus loin. Est-ce que vous lui demanderiez d'accélérer ces procédures-là, qu'on puisse rapidement amener ceux qui se seraient amusés à la fortune publique à rendre compte? Mais qui suis-je pour demander au président d'accélérer? Vous êtes son collaborateur. Mais moi, je suis là pour exécuter des instructions. Là où le président m'a mis, c'est que si je trouve un prévaricateur de la fortune publique, je n'ai pas besoin de demander au président, je l'arrête, je mets en prison, point final. Il vous a signé parce qu'il sait que vous vous exprimez, vous avez dénoncé pendant longtemps. Maintenant, vous êtes un peu proche de lui. Je vous arrête, je n'ai pas besoin de lui demander puisqu'il a déjà confié. OK? Quand il a déjà confié, dès que je trouve un voleur, je te prends. Mais le fait c'est que voilà, vous touchez là un domaine quand même qui m'intéresse. Oui. Dès que j'arrête quelqu'un, le lendemain, on dit libérer, libérer. Moi, quelquefois, je me demande, mais le peuple là, il veut quoi finalement? Dès que quelqu'un commet une infraction, tu le touches, tu le mets seulement en détention, on dit libérer, libérer. Mais j'ai envie de demander, quand vous demandez de libérer quelqu'un qui a commis une infraction, est-ce que vous pensez à la victime? Est-ce que vous pensez qu'il y a une victime qui a souffert de cette infraction? On ne pense jamais à... Ceux qui disent libérer, disent que soit c'est des interpellations politiques, soit ne font pas confiance du tout à la justice. Bon, vous voyez, il y a aussi cette image de la justice qui est écornée par notre peuple, par certains leaders de notre peuple. Écorner la justice, c'est vraiment un manque de patriotisme. Est-ce qu'ils inventent? Ils ont quand même des faits qui montrent que la justice... Non, on exagère, on exagère, M. Jean Jarzé. Ce que j'ai vu,
c'est qu'il y a d'abord les gens qui confondent. Voyez-vous, on pense qu'on rend les décisions de justice au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a d'autres chats à fouetter. Il ne rend pas les décisions. C'est à la Cour suprême qu'il faut vous adresser. Ce n'est pas au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, c'est l'administration de la justice. Le ministre veut savoir est-ce que les magistrats sont logés, est-ce qu'ils sont dans des bureaux, est-ce qu'il y a une salle d'audience. Il veut savoir comment je vais construire, il se tue à savoir comment je vais construire tel palais de justice, comment je vais construire telle prison, puisque vous dites que les prisons sont surchargées. Il faut construire. Mais ce que je vais vous dire, c'est que le ministère de la Justice est le parent pauvre de la cité et du gouvernement. En quels termes? Parce que vous ne pouvez pas, quand vous faites campagne par exemple, les gens disent, nous voulons une école, nous voulons un dispensaire, un hôpital. Si vous ne pouvez pas dire... Ne leur demandez pas de dire qu'ils veulent un palais de justice ou une prison. Une prison. Oh, un palais de justice va avec la prison. Si vous dites que je veux un palais de justice, on voit tout de suite la prison. Vous ne souhaitez pas que le peuple demande quand même qu'on construise des palais de justice partout et les prisons? Si vous voulez qu'on construise un tribunal dans les arrondissements, il faut bien savoir que le tribunal va avec la prison. Maintenant, il y a il y a des gens qui disent que bon, des droits de l'homme, etc., oh, les prisons sont surchargées, mais ils ne veulent pas qu'on construise une prison dans leur village, dans leur quartier. Moi, je ne vais pas évoquer ce qui se passe, vous connaissez bien ce qui se passe ici. Là où on a voulu construire une prison et la population est sortie avec les machettes, parce que dit que vous amenez les criminels ici. Or, il faudrait peut-être qu'on réussisse à changer le nom de prison pour parler des centres de rééducation et de réinsertion sociale, pour qu'on puisse avoir des financements. Parce que si vous dites que vous voulez une prison, aucun partenaire ne va vous donner. Alors pour boucler ce chapitre sur les 4 ans au gouvernement, est-ce que vous vous souvenez quand même de ce que vous aviez le mot dur à l'endroit du gouvernement? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que le chef de l'État a du tact, il a le choix subtil, et s'il choisissait vous aujourd'hui, 2 ou 3 autres opposants demain, ce serait fini. Tout le monde viendrait parler comme vous. Non, vous avez oublié vos chansons et tout ce que... Je pense que c'est un sage. Parce que moi-même, j'ai été le premier surpris que... Qu'est-ce qu'il a vu sur moi? Mais je pense qu'il a raison. Vous ne pouviez pas refuser? Ah, j'étais content. Pourquoi je vais refuser? J'étais content de servir. Mais ce que je voulais dire, c'est que les missions qu'il me confie, je les mène à bien. Et finalement, je me suis dit, ah, il a bien fait de me mettre là. Parce que ça cadre avec ma formation, ça cadre avec ce que je suis. Je suis un avocat, donc je plaide. Je vais débattre, je vais pour gagner. Donc pour vous, c'est fini. Vous avez atteint votre gare politique. Vous avez atteint le sommet. Oui, je pense. Vous ne pensez plus être chef d'État? Non, je pense... Non, ça, j'ai renoncé. J'ai renoncé... Pourquoi un avocat renoncerait à être chef d'État? C'est un sacerdoce, c'est un sacrifice. C'est des gens qui ne dorment pas. Un chef d'État, il tient les œufs. Il tient les œufs. Il ne faut pas que ça tombe, il ne faut pas que ça se casse, il ne faut pas que le pays se renverse. Moi, je vous ai dit que pour être à côté de lui, j'ai sacrifié mes vacances. Dans 2011, vous étiez candidat sans savoir que c'est compliqué d'être chef d'État. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Vraiment, non, merci. Gardez ça pour vous. Vraiment, je suis bien pour vous servir, là, à mon niveau, là. Mais vraiment, à ce stade-là, je puis vous assurer que c'est une responsabilité. Mais vous aurez des problèmes avec le PADEC. Le PADEC, les membres du PADEC, moi, je ne suis pas le PADEC. Le PADEC, c'est un véhicule de transport public. C'est une agence politique. Pour aller vers votre gare. Oui, chacun prend. Il y a ceux qui veulent être conseillers municipaux, ceux qui veulent être maire, celui qui veut être président. On l'investit, non. Est-ce que c'est moi? C'est lui. Moi, je ne suis pas là. Moi, j'ai ma gare ici, je suis tranquille. Je suis tranquille. Et vous êtes arrivé? Je suis arrivé à ma gare. Maintenant, si quelqu'un veut aller... Parce que, voyez-vous, il faut savoir poser son sar là où on peut le décrocher. Un parti politique, ça transporte les ambitions personnelles de chacun des militants. Chaque militant vient parce qu'il sait que ce qu'il va gagner.
en termes de récompense politique. Un poste politique, une position politique, une influence politique. D'autres, c'est parce qu'ils veulent gagner les marchés. Ils veulent soumettre les marchés. Enfin, c'est des positions de privilège. On va insister sur cet aspect de guerre politique tout à l'heure dans la seconde partie de l'émission. Vous accepterez qu'on s'arrête un moment. Romaric va nous dire quelques lignes importantes de votre trajectoire. Il a des fiches rouges et des fiches vertes. On vous donnera peut-être le choix, mais on verra si on pourra aller au rouge et au vert. Et puis vous aurez quelques questions également des internautes que Adrienne va relayer tout à l'heure. On prend d'abord le coup de pinceau. D'accord. Voilà, le coup de pinceau, Romaric est en place. Bonsoir. Bon, commençons par les fiches vertes. Les fiches vertes, qu'est-ce qu'on retient? En tout cas, pour ce qui est du contenu des fiches vertes ce soir, Jean-Jacques, il dévoile que Jean de Dieu Momo est né le 24 janvier 1960 en Pays-Bassa. Il est polygame, marié à 2 femmes, dont une tanzanienne. Jean de Dieu Momo est donc père de 10 enfants. Du haut de son mètre 90 et ses 110 kg, bientôt 63 ans. Il se fait aussi appeler Fodza Kotompu, en raison d'ailleurs de son titre honorifique dans son village Bafou, à l'ouest du Cameroun. Après ses études primaires et secondaires, il est sanctionné par un baccalauréat. Il s'inscrit à l'université de Yaoundé, où d'ailleurs il étudie le droit. Après ses études de droit, il intègre le barreau camerounais en 1992. En juin de la même année, il crée le cabinet d'avocats Momo. Et puis en 2006, il travaille en tant qu'avocat au tribunal pénal international pour les Nations Unies au Rwanda. 17 ans après le début de sa carrière, sa notoriété prend une dimension nationale et même importante lorsqu'il se saisit avec détermination du cas des 9 disparus de Bipanda à Douala, capitale économique du Cameroun. Dans cette affaire considérée comme son tremplin pour la vie politique, Jean de Dieu Momo s'est révélé être un activiste et virulent dénonciateur de la violation des droits de l'homme. Par la suite, il se présente officiellement comme candidat à l'élection présidentielle 2011 sous la bannière du parti politique qu'il fonde, les Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun, en abrégé PADEC. Il sort 8e avec un score de 23 791 voix, soit 0,4918%. Momo Jean de Dieu devient donc un critique de premier plan du régime Biya jusqu'à l'élection présidentielle de 2018 où il prend un virage inattendu alors qu'on attendait de voir une nouvelle fois sa candidature pour la présidentielle 2018. Il choisit de soutenir le président Paul Biya. Son engagement derrière donc la candidature du leader du parti RDPC l'a d'ailleurs permis de remporter le prix, en tout cas lors de sa nomination en juin dernier. Cette position a donc suscité des railleries sur les réseaux sociaux. C'est donc fort de cet engagement contre vent et marée qu'il a été propulsé par décret présidentiel du 4 janvier 2019. Ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, Jean de Dieu Momo est non seulement auteur du livre « Au marché noir de nos libertés », mais aussi il est titulaire d'un doctorat PhD, obtenu donc en date du 7 décembre 2021, après avoir brillamment présenté sa thèse de 485 pages devant un juge, j'ai envie de dire un jury, chapeauté par le professeur Magloire Ondoa. Voilà en tout cas pour ce qui est du contenu du carnet vert de notre invité de ce soir. Tout jeune docteur, depuis décembre seulement. Oui. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher à l'université? On dit que vous êtes sur les traces de Maurice Kamto. Vous voulez absolument présenter également un pedigree semblable. Je vous explique. Oui. En 2010, quand je crée le PADEC, pour être candidat à la présidentielle. Moi, j'estime que je suis avocat. Je suis un pénaliste, donc un privatiste du droit. J'estime que pour aller faire politique, il vaut mieux avoir quand même quelques rudiments de sciences politiques. C'est comme ça que je m'inscris donc en 2010
à l'université de Douala pour faire sciences politiques. Et je me présente à l'élection présidentielle de 2011 avec en arrière-plan le fait que c'est un étudiant de Sciences Po qui se présente. C'est-à-dire que je suis avec les autres étudiants. Moi, je vais à l'école comme tout le monde. Ça amuse d'ailleurs beaucoup les enseignants de me voir parce que je suis déjà un grand avocat. Je viens, je gare ma voiture, je porte mes jeans, mes tricots et je m'installe comme n'importe quel étudiant. Donc, c'est comme ça. Je voulais apprendre la théorie politique avant de faire politique. Et je pense que c'est chemin faisant, c'est en apprenant que j'ai commencé à relativiser mes positions antérieures, y compris tout, comment dirais-je, y compris la politique même que menait le chef de l'État. Parce que j'étudiais la théorie, je voyais tout cela, j'appliquais sur le réel. J'étais un théoricien, un apprenti théoricien, mais également un acteur. Et je pouvais donc, moi j'étais major, hein, faites attention, en master et en master 1, master 2. D'ailleurs, je bénéficiais aussi de la prime que le chef de l'État a donnée là. La prime d'excellence académique. Ou de la prime d'excellence académique. J'ai pas pris, mais c'est encore resté là-bas. Vous avez encore le matricule. Oui, non, je ne veux pas prendre. Parce que j'estimais que j'avais quand même les moyens. Parce que, on ne donne pas en fonction de personne, on donne au candidat, on donne à l'étudiant. Donc voilà pourquoi. C'est pas que... Bon, on peut laisser les gens qui veulent affabuler, n'est-ce pas les gens sont libres de dire ce qu'ils ont. Ça ne vous dérangerait pas d'être professeur Momo? Disons que ce n'est pas important. Je ne suis pas venu chercher un diplôme. Je suis venu chercher le savoir. C'est pour ça que moi, je ne veux pas qu'on m'appelle docteur Momo. J'étais venu chercher le savoir. Mais c'est vrai aussi que c'est un pic que j'avais fixé depuis longtemps. Je voulais avoir mon doctorat il y a longtemps. J'estimais que je n'ai pas terminé ma formation tant que je n'avais pas le doctorat. C'est d'ailleurs ce qui m'avait freiné en 2004, lorsque les gens voulaient que je sois candidat à la présidentielle de 2004. Vous venez gonfler le rang titulaire de doctorat. Au Cameroun, on commence à banaliser cela parce qu'on voit tous ces docteurs sur les plateaux et autres, on a l'impression que c'est juste les docteurs en doctorat. C'est malheureusement ça. Mais moi, comme je vous dis, je ne suis pas atteint de diplômite. Donc je ne veux pas, vraiment, je cherche le savoir. J'ai trouvé le savoir politique, de la science politique, qui m'a conduit où je suis. Très bien. Couplé à mon savoir, n'est-ce pas, de pénaliste et de juriste privatiste. Je sais que vous êtes gentleman, on va écouter la voix d'une dame, Adrienne est là, elle est en contact avec les internautes, elle va nous dire ce que les internautes pensent et quelles sont les premières questions qu'on peut déjà voir. Adrienne, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vous Monsieur le Ministre. Vous avez de nombreux téléspectateurs et internautes ce soir qui nous suivent en ce moment. Et justement, ces téléspectateurs ont tenu à vous poser des questions. Nous allons commencer la première vague de questions par celle de Mohamed Ali de Bertois, qui écrit, je le cite, « J'aimerais savoir, Monsieur le Ministre, s'il arrive que vous sortez du gouvernement lors du prochain remaniement ministériel, allez-vous continuer à soutenir le président Paul Biya ?» Un autre internaute vous demande où se trouve l'augmentation des salaires que vous avez promis pendant votre campagne. Bernard Youbissi écrit depuis Banjoun et vous demande ce que vous avez déjà fait en tant que ministre délégué pour servir le Camerounais lambda depuis que vous êtes membre du gouvernement. Je prends cette réaction entièrement pour terminer la première vague de questions. Excellence, Monsieur le Ministre, je suis infirmière. Vous avez parlé des efforts du gouvernement pendant la période Covid. Pouvez-vous me dire de quoi a bénéficié les infirmiers durant cette période? Certains de vos collègues ont été touchés par la maladie, mais nous n'avons rien vu qu'a fait ce gouvernement pour encourager le personnel de santé. C'est Alida qui nous écrit depuis la ville de Douala. Monsieur le ministre. Je voudrais commencer par cette dernière question que je trouve vraiment... je remercie cette dame infirmière pour tous les efforts qu'elle a fournis en tant qu'infirmière pour soigner notre peuple. Et je remercie le corps soignant, le corps médical pour tous ces efforts pendant cette période. Mais dire que le gouvernement n'a rien fait, c'est trop réductif, c'est trop réducteur. Je crois que tout le monde sait ce que le gouvernement a fait pour alléger les tâches
des soignants, des médecins. Ils étaient au four et au moulin et accompagnés par le gouvernement chaque fois. Le ministre de la Santé a parlé n'est-ce pas, de ce qu'il faisait. Il faisait des tours pour voir. Donc, je ne sais pas si elle n'a pas bénéficié personnellement, mais je sais que de nombreux témoignages seront contraires à ce qu'elle dit. Le corps médical a été valorisé et nous sommes reconnaissants de tout le travail abattu par le corps médical. Franchement, grâce à eux, nous avons pu éviter que cette pandémie fasse plus de mal à notre pays. La question politique, si vous sortez du gouvernement aujourd'hui, est-ce que vous soutiendrez toujours le président Biya? Mais je suis là pour soutenir. Est-ce que j'étais déjà ministre avant de le soutenir? Est-ce que vous savez que je serais là? Vous étiez membre du G20. J'étais membre du G20, n'est-ce pas? Oui. Nous avons créé le G20 pour le soutenir. J'étais quoi? J'étais un opposant? En se disant que ça peut payer. Et ça a payé pour nous. Disons, nous étions 20. Ça a payé pour moi et quelques-uns, d'accord? Mais on ne pouvait pas dire que ça va payer. Mais toujours est-il que nous l'avons soutenu, pas pour avoir ce strapontin ministériel, nous l'avons soutenu parce que cette politique est bonne pour notre pays. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié et qui se sacrifie pour notre pays. Et qui reçoit, n'est-ce pas, en termes de récompense, de remerciements, des insultes qui ne sont... Donc si vous sortez du gouvernement, ça ne changera rien. Ça ne peut rien changer ici comme ici jusqu'à l'infini. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, je suis Saul de Tarse, devenu Saint-Paul. Saint-Paul, c'est celui qui va faire connaître même ce que je fais depuis 2018, c'est de faire connaître les réalisations du chef de l'État. Montrer qu'il n'est pas celui que vous croyez. Montrer la dimension extraordinaire de l'homme que vous méprisez, que certains méprisent. Montrer tout le travail d'orfèvre qu'il abat chaque jour. Et contre, n'est-ce pas, des individus comme moi, hier, qui ne reconnaissaient pas ça. Alors, et que je vois, et je voudrais donc corriger cette vision antérieure que j'avais. Amener les gens à comprendre que notre salut, le salut du Cameroun, c'est le président Biya. C'est le président Biya. Alors, il y a 300 partis politiques environ, moins un ou deux, vous qui avez choisi d'accompagner le chef de l'État. Ça veut dire qu'il y a plus de 200 qui se trompent toujours. Cher monsieur Jean Jersey, comment 200 ou 300 personnes peuvent se tromper? Les partis politiques de l'opposition, ou les partis politiques en général, comme je vous ai dit, c'est le véhicule de transport des ambitions politiques. D'autres créent les partis politiques juste pour aller à la réunion de l'ECAM, toucher les perdièmes et rentrer chez eux. Il y a beaucoup, sur les 300 là, combien vont à l'élection? Mais regarde, le jour que l'ECAM convoque une réunion, nous sommes souvent pleins quand il y a les perdièmes. Donc, ceux-là ont atteint leur gare politique, leur objectif. Il y a ceux qui sont là pour avoir de l'influence. Mais il y a aussi ceux, parce qu'il faut choisir la gare qui vous conduit. Quand vous allez, comme dans les agences de voyage, il faut choisir une agence qui va vous conduire à bon port. Il y a ceux dont les chauffeurs sont des cascadeurs qui vont conduire le militant dans le ravin politique. Vous ne choisissez pas... Actuellement, vous envoyez dans les partis politiques, notamment les partis qui comptent, hein, le MRC, le PCRN. Est-ce que vous pensez qu'il y a des cascadeurs là-bas qui peuvent conduire les militants dans le ravin? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que un sage m'a dit, quand j'étais à l'université, et que je faisais justement sciences politiques, qu'il faut jouer au centre. Quand vous jouez au centre... C'est bien malin, ça. Oui, un sage m'a conseillé. À Douala, quand je faisais sciences politiques, qu'il faut jouer au centre. Quand vous jouez au centre et que vous tombez, vous pouvez vous relever et rattraper le ballon. Vous êtes avec mais si vous jouez à l'extrémité, si vous jouez aux extrémités, le ballon sort du terrain. Vous tombez dans le ravin politique. Donc, depuis 1960, un certain nombre de partis se sont illustrés par des actes de violence. Ces actes de violence qui ont été récurrentes, qu'on peut localiser dans les années 58 à 60, ou même voire 61, qu'on peut localiser dans les années 90,
qu'on peut localiser un peu également après 90, ces partis n'arrivent pas à destination. Donc, si un militant ambitieux d'atteindre une gare politique choisit un véhicule politique qui ne va pas le conduire à sa gare, il est évident qu'il y a de fortes chances qu'il périsse dans le ravin politique. Imaginons, en prison, par exemple. Imaginons le président Biya qui décide de s'arrêter maintenant. Oui. C'est lui qui conduit Oui. l'agence dans laquelle vous avez embarqué. Oui. Il décide de s'arrêter et il vous dit continuez le voyage avec tel. Il pointe par exemple Franck Biya. Vous continuez le voyage avec Franck Biya. Mais bien entendu, je suis pour la continuité de ce régime que j'ai embrassé. Parce que je veux quelqu'un qui va pérenniser les actions du président Paul Biya. Sans hésitation, la réponse c'est oui. Même s'il s'appelle Franck Biya. Même s'il s'appelle Franck Biya, même s'il s'appelle je ne sais pas qui. J'ai une confiance aveugle en la sagesse du président Paul Biya. J'ai une confiance aveugle en son patriotisme, en l'amour qu'il a de son pays. J'ai conscience qu'il veut que son nom, ses actes, ses actions soient pérennes et qu'il ne peut pas indiquer quelqu'un qui va détruire ce qu'il a construit. S'il indique quelqu'un, que la personne là, de mon point de vue, c'est la personne qui peut conduire notre véhicule. Vous ne prenez pas votre temps de recul, vous avez quand même fait sciences politiques, vous êtes avocat international, il vous pointe n'importe qui et vous accompagnez. C'est quoi ça, un temps de recul? Pourquoi moi, je ne veux pas réfléchir. Pour apprécier, non. Faire jouer Qui suis-je pour apprécier ce que le président Paul Biya... Est-ce que vous le connaissez même? Non, vous le connaissez? C'est quelqu'un de... Moi, je suis qui là, à côté de lui? Il a l'expérience, il a les carnets de visite, il a tout ce que je n'ai pas. Moi, je m'assois à côté de lui et j'apprends. Ok? Moi, je ne suis pas là pour chercher mes dire. Je suis à côté de lui pour apprendre. Donc, ceux qui veulent absolument, ou le combattent absolument, ils ne savent pas qu'ils affrontent. Ils ne savent pas. Ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. S'ils le connaissaient, ils s'agenouilleraient et ils le prieraient. Vous venez d'arriver. Si on prend le cas Maurice Kamto, qui a travaillé 7 ans comme membre du gouvernement, qui a pris les dossiers délicats à lui confier par le chef de l'État, vous pensez qu'il est opposant aujourd'hui parce qu'il ne connaît pas bien le président Biya? Tous les membres du gouvernement traitent des dossiers délicats. On ne confie pas à un individu particulier. Et il n'était pas seul dans le dossier, c'est parce que vous faites référence au dossier Bakassi. Je pense quand même que l'agent de l'État, c'était M. Laurent Esso, n'est-ce pas? C'était pas... Lui, il vient d'arriver. L'agent qui était là, c'était Laurent Esso. Personne n'en parle, n'est-ce pas? Amadou Ali aussi. Amadou Ali, c'est après Laurent Esso, d'accord? Alors, pourquoi on va seulement évoquer celui qui est venu au milieu quand on a fini le dossier et il prend à la fin? Pensez aux gens qui ont mis quand même la fondation. Pensez aux gens qui ont travaillé. Mérite quand même. Oui, mais ça dit, je suis un peu gêné que les gens s'approprient du travail commun, comme si c'était, n'est-ce pas, ça dit qu'ils méprisent la contribution de tous ceux qui ont travaillé et font comme s'ils ont travaillé tout seuls. Non, je ne suis pas d'accord. Ce que je veux dire pour répondre à votre question... Il ne le connaît pas, le président Biya. C'est pour ça qu'il est dans l'opposition. Quand on a une ambition politique, et vous le savez, en général, pour exister, le fils tue le père. Donc, il a servi dans ce régime, dans ce gouvernement. Et comme il a pris de l'ambition, peut-être de l'ampleur, et qu'il veut aller, n'est-ce pas, conquérir le pouvoir, il faut qu'il tue le père, il faut qu'il salisse le père, il faut qu'il dise que Paul Biya n'a rien fait. C'est logique. Est-ce qu'il est le premier? Est-ce que Titus Ezouana n'a pas fait ça? Qu'est-ce qu'il apprend? C'est du déjà vu. Il se dit que vous avez été choisi membre du gouvernement justement pour être un frein à ses ambitions. Il a dit ça? Que vous êtes dans la... Vous, l'opinion, pense que votre choix comme ministre... Quelle opinion? C'est justement pour contrecarrer Maurice Kamto, par exemple. Oh non, c'est un peu ce que vous faites là. Mais attends, il est qui là? Je ne comprends pas pourquoi, quelle importance
je ne comprends pas l'importance que vous lui donnez. Pourquoi moi je suis là uniquement pour lui? Je suis là pour éviter qu'on égare le peuple. Mon rôle, c'est d'éclairer le peuple. Je crois que vous avez pu entendre ici et là que Momo est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Ça peut être la vérité, mais je le dis de bonne foi. Mais je ne fais jamais de mensonge. Ce que je dis, je considère que c'est la vérité. Et moi, je ne cache rien en général au peuple. Je pense qu'on peut faire la politique en disant la vérité. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui utilisent la ruse pour tromper le peuple. Et ce sont ces gens-là qui vont mentir sur des acquis, sur des actes qu'ils n'ont pas posés, ou sur des actes communs qu'un ensemble, une équipe a posés, et ils vont essayer de dire que c'est eux seuls qui ont posé cet acte-là. Vous accusez le professeur Maurice Kamto de ne pas dire la vérité ou de s'approprier... J'en sais rien. Je réponds à la question comme vous me l'avez posée. Oui. D'accord? Moi, je ne savais pas que je venais parler de Maurice Kamto. Hein? Donc, maintenant, si votre émission est orientée pour faire sa publicité... C'était pour répondre je vais vous dire, si votre émission est orientée pour faire sa publicité parce qu'il y a les élections en vue, moi, je comprends que... C'était pour répondre aux téléspectateurs et vous avez été suffisamment clair. Voilà, donc vraiment, je ne suis pas là pour faire sa publicité. Je sais que les élections sont en vue, les sénatoriales ont été annoncées, et dans ce système-là, tout le monde va maintenant se positionner. Parlons justement de ces sénatoriales. Lorsqu'on annonce les sénatoriales, vous faites une sortie et vous développez une théorie, celle qu'on a abordée tout à l'heure, la théorie des gares politiques, et vous commencez par indiquer qu'il y en a qui profitent de l'ignorance des populations pour faire croire que pour faire changer les choses, il faut seulement être président de la République. Oui, je sors de cette opposition dite radicale, c'est-à-dire qui porte des œillets, et ne voit rien à gauche, à droite, voit seulement devant, et qui a nourri le peuple depuis au moins 1996, est né depuis 1960. Que la seule position de pouvoir, c'est la place du président de la République. Je suis en train de dire au peuple que c'est vrai, c'est une place à prendre, mais ne perdez pas de vue qu'il y en a d'autres. Et depuis que la décentralisation est entrée dans les faits, avec un ministère de la décentralisation, avec les collectivités, les conseils régionaux, les collectivités territoriales décentralisées, le pouvoir est redescendu vers le bas. De telle manière que le maire dispose d'un pouvoir que parfois un ministre n'a pas. Le maire dispose d'un budget que parfois un ministre n'a pas. Donc ne cherchez pas seulement la place du président, il y a le pouvoir aussi là-bas. Et petit exemple de ma propre personne. J'étais conseiller municipal à Douala 5e. Et j'avais mon petit macaron que je mettais devant ma voiture. Et ça me donnait de la respectabilité. Ça me donnait un certain pouvoir. Comme étant élu du peuple. J'étais un élu. D'accord? Et il y a ce pouvoir-là qu'on néglige au niveau du conseil municipal, au niveau de la mairie, au niveau du conseil régional, au niveau des sénateurs. Donc je suis en train d'éduquer le peuple, de dire à mes petits frères qui sont ingénieurs, qui sont médecins, qui sont outillés pour diriger la cité à leur niveau. Le changement commence dans votre ville, dans votre quartier. Il ne faut pas attendre que le changement vienne de Yaoundé. Si vous prenez une mairie, vous avez les moyens pour donner les pistes, pour aménager les pistes, les routes dans votre commune. C'est-à-dire pour alléger les conditions de vie de vos concitoyens. Ça, c'est important. Parce que quand on rentre en politique, c'est pour gouverner, comme j'ai dit, la conduite des autres. C'est pour alléger le fardeau du peuple. Ou à la mairie, à la députation. Mais il y a un aspect pécuniaire que les activistes politiques que j'étais. Moi, j'étais un activiste politique, je n'étais pas un politicien. On l'a dit tout à l'heure dans j'étais un activiste, oui, il a raison.
C'est Bernard Mouna, paix à son âme, le bâtonnier Bernard Mouna, qui est comme mon père politique, qui m'apprend l'aspect pécuniaire de la politique. Moi, je faisais la politique comme beaucoup de gens qui bavardent. Il faut gagner un peu d'argent. La professionnalisation politique, monsieur. Faire de la politique professionnelle, une profession qui te permet de gagner de l'argent, de nourrir ta famille et de nourrir les autres. Comme un ancien Premier ministre avait dit, politique Nanjangui. Bon, ça, c'est politique Nanjangui, c'est que tu me laves mon dos, ça dit que aide-moi, je t'aide. Ça dit que c'est l'entraide, c'est la solidarité. Mais ça passe, non? C'est bien, c'est le réalisme. Vous voulez quoi, une politique qui est désincarnée? Moi, je suis en train de dire à mes amis que vous pouvez être député. Et faire changer les choses. Et faire changer les choses chez vous. Et en prime, vous gagnez de l'argent. Vous gagnez un salaire de 850 000 à 1 million. Pour travailler pour le peuple. Vous pouvez faire quelque chose. Or, on nous a formatés à ne regarder que la place du chef. Et tant et si bien que quand l'élection présidentielle passe, le reste, on n'a plus rien. Vous verrez que dans la cité, dans une cité, il y a des personnes très compétentes qui pourraient faire quelque chose, mais qui ne le feront pas. La place est vide. Il n'y a personne pour la prendre. Les jeunes sont là, ils sont capables de le faire. Et là, vous vous adressez à qui? À tous les jeunes qui veulent bâtir, qui veulent le changement, qui peuvent commencer déjà là-bas. Et qu'ils auraient des gens pour les aider. Vous pouvez créer des groupes pour travailler à gagner une élection, pour changer, pour mettre ces idées que vous avez en pratique. Vous pouvez changer les conditions de vie de vos concitoyens. Et une mairie plus une mairie plus une mairie, un développement plus un développement plus un développement, ça va faire que toute la cité, alors, ces jeunes-là qui traînent, qui ne s'inscrivent pas sur les listes électorales, qui semblent être dessus, en tout cas c'est ce qu'ils disent, que ça ne sert à rien de s'inscrire parce que les dés sont pipés. Voilà. Vous touchez là une partie d'une thèse que je défends, que j'ai d'ailleurs soutenue. Je dis, vous touchez là à ce qu'on appelle la démobilisation politique. Oui. J'écris un livre là-dessus, de la mobilisation à la démobilisation politique. D'abord, celui qui est sous la main et qui sera vraiment prêt, c'est le témoin du président qui parle effectivement de la démobilisation politique. De l'autre aspect, les acteurs politiques du Cameroun ont pris depuis pratiquement l'époque coloniale une tendance, après l'école coloniale, une tendance à décourager les gens à s'inscrire sur les listes électorales, à boycotter les élections, les échéances électorales. On prône le boycott, c'est-à-dire on mobilise la population pour boycotter. On diffuse dans la cité que les dés sont pipés, que ça ne vaut pas la peine. C'est la culture de la démobilisation politique. Mais n'y croient que ceux-là qui veulent y croire. Parce qu'il y a l'autre aspect. J'ai quelque chose. Oui, je termine là justement. Cette démobilisation politique, cultivée, comme on cultive les arachides, c'est-à-dire une culture entretenue par les acteurs politiques, ne rend pas suffisamment compte que dans un pays comme le nôtre, où vous avez un pourcentage élevé de personnes qui ne sont pas allées loin à l'école, qui ne connaissent pas vos idéologies politiques, qui n'ont jamais entendu parler de Montesquieu ou de Jean-Jacques Rousseau, etc. Donc qui ne connaissent pas les théories politiques. La maman, la grand-mère du village là, son bulletin de vote est le même que celui du président de la République, que celui du professeur d'université, que celui du médecin. Donc quand vous venez lui raconter les histoires là, elle ne vote pas. Donc, qu'est-ce que je suis en train d'exprimer? Que la démobilisation politique construite par des acteurs politiques fait justement le jeu de la démocratie, parce que beaucoup qui ne s'inscrivent pas, c'est comme ils disent qu'ils ne voient pas d'intérêt à s'inscrire, donc ils ont perdu sans avoir bagarré. Ils ont déjà perdu. Quand tu n'essayes pas, tu ne sais pas si tu peux gagner. Le jeu est ouvert, mais ils ne le savent pas.
D'autres, c'est parce qu'ils sont incompétents intellectuellement, qui n'ont pas de capital politique. Chacun a un capital politique. Parce que pour aller en politique, il faut avoir un capital. Le capital peut être financier, matériel, il peut être intellectuel. Donc quand il n'a pas eu le CEPE, par exemple, ou bien il a son CEPE, naturellement, il va voir que le docteur ou le professeur est un érudit, c'est lui qu'il faut choisir. Mais ça, c'est un peu la théorie de Michels, n'est-ce pas? La loi de Rennes de l'oligarchie. C'est-à-dire que le peuple choisit toujours un chef. On veut s'attacher à un chef. Donc, ce peuple-là va choisir un chef. Parce que c'est le chef qui va conduire. Mais on oublie qu'en politique, qui ne dit mot consent. Donc, quand vous restez, vous ne vous inscrivez pas. On fait avec ceux qui se sont inscrits. Ils vont voter. Et vous représentez. Et vous ne pouvez pas critiquer. Et ça, c'est ce que je ressors dans le livre que je suis en train de le témoin du président. Et pour montrer que le témoin du président, c'est justement ce phénomène-là. Que nous, en tant qu'opposants, on disait que c'est le rejet du régime. Le peuple a vomi le régime. C'est pour ça qu'on ne va pas voter. Donc on boycotte. Mais en même temps, nous perdons de vue qu'en réalité, le peuple est en train de s'exprimer. C'est-à-dire, c'est la rationalité de ce peuple qui s'exprime en disant que quoi? Qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Malheureusement, c'est ce qui en ressort. Mais dans les arguments, le peuple dit ça. Dans les arguments de ceux qui refusent de s'inscrire, ils disent que la loi électorale, elle n'est pas bonne. Il faut changer les lois électorales dans notre pays, qui ne font pas confiance également à Elekam. D'autres vont jusqu'à dire que vous jouez une sorte de théâtre, parce que même ceux qui disent être opposants en journée marchent avec le régime en soirée. Et c'est ça, je commence par la fin. C'est-à-dire que la perception que nous avons de l'opposition. L'opposition pense qu'on ne doit pas travailler avec le gouvernement. L'opposition pense qu'il faut se détacher. C'est-à-dire qu'on a inculqué au peuple que l'opposition doit être séparée du gouvernement. L'opposition s'oppose. Oui, l'opposition s'oppose. Simplement. Donc, on ne pense pas que l'opposition peut travailler en collaboration comme on voit ailleurs. On le voit ailleurs. Mais chez nous, si un opposant salue un ministre, vous êtes traître. Vous êtes déjà en train de boire l'huile de la sardine. Vous entendez ça tous les jours. Oui, j'entends ça chaque jour. Donc vraiment, et je dis, et c'est ça qui est le baromètre de l'ignorance politique de notre peuple. Mais qui est le fait des leaders politiques instruits, qui instrumentalisent le peuple en lui disant que l'opposition s'oppose radicalement, il n'y a rien à faire, on ne mélange pas. Mais vous ne pouvez pas construire un pays en faisant cela, monsieur, je suis désolé. Vous ne pouvez pas construire. Les gens qui ont leur programme politique intéressant, très très intéressant, très très beau, et qui ont gardé dans la mallette pendant 20 ans, pendant 30 ans, vous croyez que ce programme politique qu'il a gardé pendant 20 ans est applicable aujourd'hui? Les choses ont changé. En 1990, nous n'avions pas Internet. Aujourd'hui, on a Internet, on a, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Avant, on n'avait pas ça. Donc, effectivement, la responsabilité de nos leaders politiques dans l'égarement de notre peuple en matière politique est grande. Très peu de partis politiques font de l'éducation populaire, de l'éducation politique. Ce que j'ai fait là, ce que je commence à faire là, c'est-à-dire apprendre au peuple à gagner sa vie en faisant de la politique. Ce que le PCRN fait aussi, ça entre dans l'éducation politique. Il fait quoi? Avec les mobilisations pour appeler à s'inscrire sur les listes électorales. Ça, c'est ce qui est normal. C'est normal, tout le monde fait ça. Tous les acteurs politiques font de la mobilisation pour s'inscrire. Parce que si vous n'obtenez pas que les vôtres s'inscrivent, qui va vous voter? Tout le monde fait ça, il n'y a pas que l'autre qui fait ça. Tout le monde fait ça. Le PADEF fait ça. Jean de Dieu Momo, on va donner la possibilité à quelques Camerounais de dire ce qu'ils pensent de vous et peut-être aussi vous poser quelques questions. Jean de Dieu Momo, tel que vu par la rue. Le monde nous plonge dans le doute. Mais avons-nous raison de douter? Si les infrastructures construites aujourd'hui apportaient le développement à nos régions, si l'ouverture économique au monde s'élargissait, si plus de ponts étaient dressés entre nos cultures, et si on avait tort de douter?
Plus que par le passé, notre gouvernement, à travers la stratégie nationale de développement 2020-2030, affiche une volonté qui nous amène à voir plus loin pour célébrer autant que nous sommes la grandeur et l'unité de notre pays. Le Cameroun a besoin de sa jeunesse. Pleine d'idées, de rêves à concrétiser et prête à servir. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. En tant que citoyen camerounais, je pense que Jean de Dieu Momo occupe bien son poste de ministre délégué auprès du ministre de la Justice. C'est ce que moi je sache. C'est un monsieur qui travaille pour le pays et qui est trop visible, comme c'est une élite du village aussi. Donc c'est un monsieur qui se bat bien pour le Cameroun. Monsieur le ministre délégué, c'est un monsieur à l'époque qui m'avait beaucoup impressionné lorsqu'il fut le premier à défendre les disparus de Bipanda. Et ça avait plu tellement à la population, selon sa manière et sa façon de vouloir rendre justice à ces derniers. Et après, il a changé de camp. Changer de camp, ça veut dire quoi? Bon, il nous a trompé qu'il est opposant et après il a vu c'était pas facile pour lui de pouvoir manger et finalement il s'est rallié au RDPC d'où il nargue les gens actuellement, alors que quand vous regardez à l'époque tout ce qu'il disait dans les plateaux c'était vraiment presque vrai concernant ce gouvernement et finalement il s'est rallié et alors comme moi je suis déçu. La politique de Jean de Dieu Momo est une politique logique. Le tout est il a choisi de se rallier au parti, au pouvoir pour travailler pour son pays. Il a participé d'une manière ou d'une autre à l'avancée du pays. Avant, il critiquait le RDPC. Aujourd'hui, il a réalisé le parti RDPC. C'est quelqu'un à louer parce qu'il a compris que le chef d'État est la meilleure personne qui pourrait sortir du pays dans des situations compliquées comme aujourd'hui. Bon, par rapport au travail, on voit quand même qu'il se bat, malgré qu'il est trop visible dans les réseaux sociaux, partout. Bon, il se bat, il n'est pas quand même comme d'autres ministres. Ils sont là, ils ne passent, on ne les voit pas, rien. Ils sont seulement là dans les bureaux, ils mangent l'argent, c'est tout. Mais pourquoi pas? S'il y est, c'est parce qu'on lui a donné un pouvoir, il exerce un pouvoir, il est ministre délégué, donc du coup, forcément, il a, comment on peut dire, il a une autorité. On ne peut pas nier cela. C'est l'État, c'est le président de la République qui lui a donné ce pouvoir. Ça n'est pas positif. Bon, influencer au niveau, Jean-Dieu Momo peut influencer quoi? Il peut dire quoi? Il ne peut que se rallier, comme je vous ai dit dès le départ, derrière le RDPC. Il va dire quoi de bon? Il peut prendre quelle décision? Je ne pense pas. La preuve en est, on connaît notre pays. Monsieur Kamto a eu à occuper ce poste qu'il occupe aujourd'hui. Et même Monsieur Kamto devant Amadou Ali n'avait rien comme décision. Alors, ce n'est pas lui, Jean de Dieu Momo, qui peut avoir une décision. Alors, ce que je dis n'est que vrai. Lui-même le sait. Actuellement, non, parce qu'il a un patron. Il a un patron qui est le ministre de la Justice. C'est lui qui prend toutes les commandes. Et s'il confie une responsabilité, déjà le magistrat pourrait le faire parce que lui-même il en fait partie. Un ministre délégué est un ministre qui peut prendre aussi des décisions quand on l'a confié des responsabilités. Bon, pour le moment, pas de questions. Je ne sais pas si au futur, il pourra lui poser des questions, mais pour le moment, il n'y a pas encore de questions à lui poser. Parce que vu l'état du pays, le pays ne donne pas. Donc tout le monde est seulement là comme on regarde, seulement on attend seulement. Bon, maintenant, la question que j'ai envie de lui poser, Monsieur le ministre, nous sommes contents nous sommes contents que vous soyez notre ministre délégué à la justice. On a besoin de vous voir encore plus sur le terrain, c'est-à-dire que vous travaillez davantage à ce que la justice camerounaise rayonne par l'équité. Mais il a fait son choix, je n'ai rien à lui dire, son choix n'est pas le mien.
Alors, même si je dis quelque chose, il n'aura pas à m'écouter. Parce qu'il avait faim et actuellement, il arrive à manger et il nargue les gens. C'est ce qu'il voulait. Alors, lui dire quoi? La preuve... Un conseil, un conseil, il s'est trompé. Il a dupé le plein qui l'ont écouté au départ. Il les a jetés dans l'océan et lui, il s'est retiré. Les autres sont en train de mourir dans l'océan, c'est tout. Monsieur le ministre, nous vous admirons beaucoup. Monsieur le ministre, nous sommes des jeunes Camerounais. Votre élan politique, pour moi, c'est des rêves. Que je pensais demain, je pourrais faire pareil comme lui. Parce que quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Alors, la rue s'est exprimée. Oui. Vous avez noté quelques-unes de ces questions. Oui. On vous écoute. Je voudrais remercier ceux qui ont compris mon action. 2 ou 3 personnes qui apprécient ce que je fais. Je voudrais simplement m'appesantir sur celui qui dit que j'ai déçu et je les nargue et que j'avais faim et maintenant je n'ai plus faim. Je voudrais lui dire que oui, il a raison de se sentir blessé parce qu'ils disent qu'ils m'ont suivi, il m'a suivi mais que je les ai jetés dans l'océan. Ouais, qui suis-je? Il reconnaît celui qui, dans les années 90, du temps où la téléphonie mobile arrivait, moi j'étais celui, parce que j'avais une association des consommateurs, j'avais celui qui avait attrait une entreprise de téléphonie mobile pour empêcher que qu'on paye lorsqu'on fait un appel et qu'on tombe sur le répondeur. À l'époque, c'était vraiment récurrent. Nous voyons qu'ailleurs, on ne pouvait pas payer lorsque vous tombez sur le répondeur, mais chez nous, on continuait de payer. Moi, j'avais mené cette action-là jusqu'à conduire le directeur général de cette entreprise, un expatrié, devant les tribunaux. Le peuple, il disait à ce moment-là que moi, j'étais l'avocat du peuple, c'est vrai. Et moi, j'ai souvenance également que j'ai travaillé pour lutter contre, n'est-ce pas, le harcèlement sexuel dans les entreprises. Et j'avais, à cet égard, conduit 2 autres expatriés devant le tribunal qui harcelaient les populations. Et le peuple m'aimait bien parce que je posais ces actes-là. Bon, il a parlé des autres actions. Donc vous comprenez sa déception. Je comprends sa déception, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que précisément là où je suis, c'est pour effectivement défendre ces droits de l'homme. C'est là où je suis. Sauf que ce n'est plus médiatisé. Ce n'est plus à la télé, ça ne passe plus. Ils ne voient pas ce que je fais. Mais le président de la République m'a précisément mis là pour travailler dans l'intérêt de ce peuple, à protéger ce peuple contre les puissants, à protéger ce peuple contre ceux qui pensent qu'ils peuvent torturer le peuple. Je suis là précisément pour ça. C'est-à-dire que les plaintes que je reçois contre les gens qui sont puissants, moi, je ne badine pas avec. Est-ce que vous recevez quand même les plaintes de certaines formations politiques qui indiquent que leurs militants sont à tort gardés dans les prisons? Malheureusement, ça vous concerne malheureusement, je ne reçois pas ce genre de plaintes. Je leur ai expliqué. Ils ne veulent pas me comprendre. Ils pensent que comme moi, je suis parfois présent dans les réseaux sociaux, je dois m'accaparer toutes les dénonciations qui sont faites dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas comme ça. Vous attendez des dénonciations formelles? Oui, il y a une procédure. D'ailleurs, j'ai dit ça à un avocat sur votre plateau. Et ils vont à la télé, ils vont faire des dénonciations. Mais qui peut faire ça? Moi, j'ai un tas de dossiers sur ma table qui pressent. Et vous me demandez d'aller chercher d'autres dans la télévision, dans les journaux, dans les réseaux sociaux. C'est pas possible. Bon, et en général, j'ai constaté qu'ils le font juste... Ils ne sont pas sérieux. Ils le font pour faire détester le gouvernement. En réalité, ce n'est pas qu'ils aiment vraiment qu'on agisse. Mais il y a quand même des gens en prison. Et alors, pourquoi il ne doit pas y avoir des gens en prison?
Si les gens commettent une infraction, ils vont en prison. Celui qui ne commet pas l'infraction, est-ce que tu es en prison là? Nous, on n'est pas en prison parce qu'on n'a pas commis les. Il y en a qui sont en prison parce qu'ils ont simplement marché ou voulu marcher. Simplement marcher là. Enlever le simplement. Marcher. Parce que marcher n'est pas un délit. Si marcher n'est pas un délit, oui. Hein? Mais ce n'est pas parce que marcher n'est pas un délit que vous allez marcher au milieu de la chaussée et empêcher le taximan de passer et empêcher les gens qui veulent chercher leur pain quotidien. Marcher pour empêcher les autres, c'est un délit. Si vous voulez marcher, allez marcher au stade, allez marcher en brousse, allez marcher quelque part là où vous ne dérangez personne. Pourquoi vous choisissez de marcher seulement à la poste centrale à l'heure de grande écoute? Vous empêchez l'élève qui passe, vous empêchez le type qui va travailler à son bureau. Il va arriver en retard parce que vous avez... Marcher pour demander une solution, par exemple, à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Monsieur, c'est une noble marche, si non? Vous commettez une infraction à la loi pénale, je ne suis pas le législateur. Le législateur, c'est à l'Assemblée nationale, au Parlement. Moi, je suis là pour exécuter. Le préfet est là pour assurer l'ordre public. On lui demande rien d'autre. Lui, tu marches dans sa rue, il t'arrête. Il m'envoie, moi je te mets en prison. C'est simple, non? Il y a quoi? Moi, c'est pas moi. Je lis l'article, que l'article s'il dit que tu as fait ça. Moi, tu l'as fait. Tu dis oui. Je dis pas en prison. Voici il y a les circonstances, non? Oui, mais c'est pas moi. Les circonstances, c'est le juge. Le juge ne m'appartient. Moi, je suis le ministère public. Vous êtes ministère public. Votre travail, c'est de protéger ceux qui se sentent un peu opprimés. Bon, celui qui se sent opprimé, là, je vous ai dit que vous oubliez souvent la victime. Dans chaque chose, il y a la victime. Pensez à la victime. Un type ne peut pas venir violer l'enfant d'autrui. Vous venez me dire que libérer. Moi, je vous dis, je le libère. Et la femme là qui pleure, je fais comment? La femme qui pleure qu'on a violé son enfant de 5 ans, je fais comment? Elle n'a pas droit aussi à la justice? Donc, franchement, il faut que les gens comprennent. On ne peut pas faire des lois et les transgresser. Si on fait les lois, le code pénal est là, le code de procédure pénale est là. Vous choisissez de les transgresser chaque jour. Vous mettez la société en danger. Et si vous mettez la société en danger, encore une fois, je ne suis pas là pour juger. Allez voir le juge. Il est indépendant. Il est indépendant. Il dépend de la Cour suprême. Il ne dépend pas de moi. La séparation des pouvoirs dit que je n'ai rien à lui dire. Je ne peux même pas téléphoner à un juge du siège. On ne peut pas. On ne peut pas l'appeler, on ne peut pas rien lui dire. Au ministère, on ne lui dit rien. Nous ne faisons pas ça. La séparation de pouvoir interdit de le faire. Donc, quand on va vous juger là, je ne suis plus moi là. Moi, il y a des internautes qui ont cette liberté de pouvoir vous juger, c'est la chance qu'ils ont. Est-ce qu'Adrienne a recensé quelques questions encore des internautes? On va rapidement les parcourir, Adrienne. Pour cette deuxième vague de réaction, Jean-Jacques, nous prenons cette question de Jean-Paul qui écrit depuis Marois. Il vous demande, Monsieur le ministre, ce que risquent les Camerounais qui se sont servis des lignes 64, 65 et 94. Un autre demande quel est le bilan de Monsieur le ministre délégué depuis sa nomination. Monsieur le ministre, que reste-t-il de votre parti politique? Martial Ulrich depuis Berthois aimerait savoir si vos actions en tant qu'artiste et vos vidéos parfois, je cite, immatures sur les réseaux sociaux empiètent sur votre fonction de ministre. Les vidéos immatures. Vidéo immature. Immature. On vous voit quand même. Manger le tarot dans la route. Oui. Il y avait la question sur le PADEC. Oui, que devient le PADEC? Il y avait une autre avant là. Que risquent les Camerounais qui se sont servis? La ligne 94, 65 et autres. Bon, je pense qu'il parle des détournements de deniers publics. C'est l'article 184 du Code pénal. Si vous êtes reconnu coupable, n'est-ce pas, d'avoir détourné les deniers publics, l'article 184 va vous poursuivre. Vous pouvez être condamné jusqu'à des peines, n'est-ce pas, allant jusqu'à la vie. D'accord? Vous pouvez avoir une condamnation à perpétuité. Et la loi dit que quand ça dépasse 500 000, le minimum, c'est 10 ans. Oui, là, vous parlez des principes. Et ce que la loi. C'est ce qu'il m'a demandé. Non, il n'y a pas de débat. Moi, je ne suis pas ici pour débattre de la loi. D'accord. J'applique la loi.
tu es coupable, moi, je dis, voilà, voilà, c'est l'article 184 qui te condamne. C'est pas moi. Et c'est ça que je dis que nous devons instruire, éduquer notre peuple. Il ne faut pas qu'ils croient que ça se décide au ministère de la Justice. Non, 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 non. Ça ne se décide pas chez nous. La loi a tout prévu. Oui, c'est le tribunal. Vraiment, nous, on n'a rien à y voir. C'est le juge, ce n'est pas nous. Alors le débat pour l'homme politique que vous êtes, le débat politique, avec des noms qui sont avancés. Non, le débat c'est sur le PADEC, il dit que devient. On est d'accord, mais permettez qu'on fasse le pont. Permettez qu'on fasse le pont parce que vous êtes un homme politique, un observateur. Vous savez que le débat sur ces lignes 94 et autres, appuyons sur au Cameroun, ce débat-là, il ne vous intéresse pas de savoir que les gens ont quand même pris de l'argent de l'État. Et ce qui m'intéresse en tant qu'acteur politique, c'est la lutte contre tous les prévaricateurs de la fortune publique. Il n'y a pas de pitié. D'accord. Nous devons vraiment nous atteler à punir ceux qui s'amusent, n'est-ce pas, avec les deniers publics. Ça, c'est clair. Que devient le PADEC? Le PADEC se porte très bien. Le PADEC est un parti qui est allié au chef de l'État. Pas au RDPC. Les gens pensent que nous sommes inféodés au RDPC. Nous ne sommes pas inféodés au RDPC. Nous accompagnons le RDPC qui accompagne le chef de l'État. Le RDPC qui accompagne le chef de l'État. Le RDPC est le parti dont le président de la République est le président. Nous sommes ses alliés. Moi, je suis le président de mon parti. Allié parce que vous êtes entré dans le gouvernement. Je suis, par exemple, à une convention. Oui, non, je n'ai pas de convention avec le RDPC. Avec que vous, le RDPC, je suis vraiment un électron libre. Le PADEC, c'est un électron libre. On n'a pas signé de convention avec personne. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Vous savez que nous sommes entrés... Vous n'avez pas proposé. Nous sommes entrés par inflation. Ah, d'accord. Le RDPC parce que c'est sa chose. Il y a beaucoup de... Nous sommes entrés par inflation. On a pris la place qui est réservée à la RDPC a dit PADEC. Du coup, ils se méfient de nous. Certains se méfient de nous là-bas. Ils disent qu'ils viennent même d'où, etc. On a compris que vous étiez biaïste. Nous sommes biaïstes. D'accord. Nous sommes là pour le président de la République. Nous sommes là pour le président Paul Biya, dont la politique nous a séduite. Elle nous a séduite. Donc le RDPC vous intéresse peu. Le RDPC, nous l'accompagnons pour soutenir la politique du chef de l'État. Dans les mobilisations, nous sommes avec le RDPC. Pour mobiliser. Nous sommes en alliance de fait avec le RDPC. On n'a pas signé, mais nous sommes en alliance de fait avec le RDPC pour soutenir le chef de l'État. Il reste quoi, PADEC? Vous ne serez pas candidat au sénatorial. Est-ce que le PADEC se réduit à moi? Moi, j'ai déjà ma part. Je veux que mes militants cherchent aussi leur part. Ils vont faire comment? Mais ils vont être investis. Que la gare est déjà... Vous êtes déjà ça, c'est ma gare. Vous-même, pas la gare du PADEC, mais la gare de Jean de Dieu Momo. C'est la gare de Jean de Dieu Momo. S'il y a un militant du PADEC qui sent qu'il est fort pour prendre telle place, on l'investit, il va. Mais sauf que si tu cherches la place du président Paul Biya, je te dis d'abord que nous, on ne peut pas te soutenir. Donc, on ne t'investit pas. Aligne-toi là, sénatoriale, législative, régionale, mais ne tente pas d'aller être... tant que le président Biya est là. Tant que le président Paul Biya est là, nous sommes avec lui. Et nous n'investirons personne à la place pour aller là-bas. Vous décidez seul là. Monsieur, vous croyez que quoi? Je décide seul que quoi? Mais on connaît la ligne politique de notre parti. Les militants sont avec moi. Je suis le leader de ce parti. Le leader est celui qui est devant pour qu'on le suive. Or, il y a beaucoup de gens qui pensent que le leader doit suivre la foule. Moi, je ne suis pas de ces leaders qui font plaisir à la foule pour les tromper. Vous n'êtes pas au milieu, vous êtes devant. Oui, je suis devant. Je les conduis à bon port. Vous avez dit, voici la ligne rouge, on ne franchit pas parce que vous n'avez pas les ailes, vous n'avez pas la force, vous n'avez pas le poids pour faire ça. D'accord. Accrochez votre sac là où vous pouvez. On va aller rapidement. Voilà. Pour ceux qui disent que mes vidéos immatures, oui, je reconnais quand même que faut nous enquêtons pour.
Oui. Qui n'est pas le ministre. Hein. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas le ministre. Ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le président de PADEC. C'est l'homme libéré. C'est l'homme libéré, là. Il n'a vraiment pas... Ce n'est pas le président du PADEC, ce n'est pas le ministre. On va vous répliquer. C'est un homme. Oui, ils peuvent répliquer. C'est un homme. Bon, c'est vrai que la frontière est difficile à cerner, mais il faudrait que les gens s'habituent à ça. Mais il est dur, Mais oui, bien sûr, vous savez que Fonza Kutopo, il a été combattu en 2019, en 2020. N'est-ce pas? Et il a été sévèrement combattu. Maintenant, de 2020 à 2022, 23, nous sommes 23, vous voyez que la tendance a changé. Ce n'est plus la guerre contre lui. Tout simplement parce que peut-être les vidéos immatures dont parle l'internaute ont joué un rôle. Je vais vous dire ce que je fais. Les réseaux sociaux sont le nouveau terrain de mobilisation politique. C'est là-bas où tout se dessine. On ne fait plus les tracts. Le temps des tracts est passé. Les tracts, c'est dans le téléphone. C'est là où on mobilise les populations. Mais c'est là aussi où certains acteurs déforment la vérité pour tromper le peuple, pour mentir, pour choquer le peuple, pour que le peuple s'élève contre le gouvernement. Et moi, je suis le Fonza Kutopo là. C'est un gardien des libertés là-bas. Je me réveille le matin, c'est-à-dire moi, je parle en tant que Fonza Kutopo là, je me réveille le matin, je surveille la toile. Vous ne laissez rien passer. Non, je laisse. Vous arrive de dire, je surveille la toile pour voir là où ils ont allumé le feu. Dès qu'ils ont allumé le feu, j'éteins. Dès qu'ils ont allumé le feu, j'éteins. Parce que leur rôle, c'est d'allumer le feu. Vous comprenez? Et moi, je viens, je donne une explication. Je vois comment ils veulent détourner le peuple pour l'induire en erreur. Moi, je corrige. Vous avez vu un leader politique qui a fait une vidéo qui m'a fait dresser les cheveux, qui disait que nous bradons les mines, nous bradons nos gisements de minerais, etc. Quand vous suivez la vidéo, là, vraiment, c'est à peine si le peuple ne prend pas les armes pour tous nous massacrer. Mais quand j'ai vérifié immédiatement la fausseté de ces informations, immédiatement j'ai répliqué. Et quand j'ai répliqué, la toile s'est tassée. La toile s'est tassée. Et lui-même a reconnu que oui, j'ai dit ça juste pour... Alors, on ne s'amuse pas comme ça. Ce personnage est l'un des personnages préférés de Valsero, par exemple. Valsero, ne fait pas de cadeau. Valsero, c'est mon petit frère, bien-aimé. Il s'égare. Et je lui ai dit, tu t'égares, petit frère. Et il ne m'a pas écouté, il est parti en prison. Je lui ai dit, va te produire à l'Olympia comme les Ismaéliens. Il m'a dit que je lui ai donné un coup en dessous de la ceinture. Mais je le conseillais comme mon petit frère. C'était mon petit frère, c'est mon petit frère bien-aimé. Il est toujours égaré? Bon, il a choisi sa voie. Il a choisi sa voie. Si ça peut lui porter chance, je ne sais pas trop. Mais il a choisi sa voie. J'estime que il va faire sa propre expérience. Hein? Quand il va arriver à mon âge, il trouvera qu'il s'était égaré. Il va bien se... Il sera saoul. Il va rappliquer. Alors on va sortir de l'émission. 90 minutes, c'est très vite passé. On ne partira pas sans vous proposer quelque chose. Parce que vous avez chanté. Je ne sais pas si c'était par conviction ou c'était pour mieux porter votre discours politique. Les chansons, il y en a 5 en fait. Oui. Mais mes adversaires politiques d'aujourd'hui, qui aimaient bien ces chansons dans le temps, mettent ça dans le réseau pour me ridiculiser, pour dire, Momo, voici ce que tu disais hier. Voilà maintenant. Les chansons là, c'est le programme politique du PADEC. Et ça participe de ce qu'on appelle la ruse politique, c'est-à-dire les techniques de mobilisation politique, pour mobiliser l'électorat. C'est d'ailleurs ce que les gens font. Les autres écrivent un livre, non? Bon, moi j'ai dit, si j'écris un livre, combien de personnes vont lire? Tandis que si je fais la chanson, d'abord on va dire, ah, il y a un avocat qui chante. Ça va attirer l'attention. J'aurai 2 millions de personnes qui vont écouter.
3 millions. Beaucoup de personnes vont écouter, alors que je ne pourrais pas avoir 2 millions de lecteurs. On est d'accord que c'était pas pour faire danser les gens, parce que c'était pas quand même... Ouais, non, c'est des paroles, c'est les paroles. On écoute quelques-unes. Pourquoi pas? Très rapidement, est-ce qu'on peut écouter 30 secondes? Oui, pourquoi pas? Ridiculisez-moi. Il avait dit rigueur et moralisation. Et depuis lors, la Bassédée a pris la clé sur le paillasson. Ces griots et l'audateur continuent de scander rigueur et moralisation. En pliant la vie, oui, le crédit agricole. Oh, yeah, ma belle. Oh, yeah, Cameroun. Parole. Oui, bien sûr. Ça connaît parole. Bien sûr. Rigueur et moralisation. Oui. J'ai dit c'était pour ridiculiser. En fait, ça participe, comme je vous ai dit, des astuces électorales. Capturer l'électorat, il faut tuer le père, il faut critiquer celui qui est au pouvoir. Alors, comme il avait dit rigueur et moralisation, moi je le prends au mot. Mais j'imagine donc une histoire autour de ça. Nous, on dansait ça pendant les campagnes. Mes militants étaient endiablés. Il y en a Vous avez encore une copie chez vous? C'est sur Internet, je dois avoir. Oui, vous en avoir 10? Non, j'en ai plein. On avait fait des vidéos. Vous allez avoir le cigare comme on le voit sur les réseaux sociaux, avec le cigare et puis chanter pour dire c'était le... Non, pour le cigare, oui, notre frère a dit que je nargue les gens. Oui, c'est vrai. Là-bas, oui. C'est vrai que vous narguez. Oui, là, le cigare, j'ai nargué quand même les gens. Parce que c'était pour narguer un peu. C'est vrai. Allez, vous voyez un peu c'est un peu le signe extérieur de la bourgeoisie. Là. Ça, c'était vraiment pour narguer quand même un peu. Je suis d'accord. Je suis d'accord que j'ai nargué quelques amis. Merci beaucoup, Jean de Dieu Momo, d'être venu 90 minutes pour convaincre. Vous avez un public qui a suivi de bout en bout. Merci, je vois qu'il a accompagné ce public-là toute l'émission. Ça veut dire que le public a été convaincu. Merci. On est d'accord. Il vous a convaincu à 90 minutes. Merci beaucoup, merci. Rendez-vous à la prochaine émission, toujours sur Canal 2 International. Très bonne soirée à tous.